Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de l'Instant solidaire qui donne la parole aux associations en temps de crise sanitaire. Je suis Ping Li, fondateur donc de Tout le monde y gagne. Je suis aujourd'hui avec Hélène Brett, coordinatrice de l'association Les Cols Verts de Rennes, avec qui nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité qui est celle de notre alimentation à travers l'agriculture urbaine. Mais avant tout, comment vas-tu et comment as-tu vécu le confinement, Hélène? Eh bien, écoute, moi, ça va. J'ai vécu le confinement comme une privilégiée, que j'ai un grand appartement, pas de jardin, donc petite frustration, mais je l'ai vécu assez bien. Bon, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de yoga, j'ai pas fait de tout ça, hein. J'ai pas fait mon pain, mais j'ai beaucoup, beaucoup cuisiné, donc ça va. On est le 11 mai aujourd'hui, cette date tant attendue par tout le monde, premier jour du déconfinement. Dans quel état d'esprit tu es? Eh ben, écoute, je suis prudente parce que donc on attendait le déconfinement. Ça veut pas dire qu'il y a plus de risques sanitaires, donc ça veut dire qu'on peut reprendre nos activités, donc ça c'est chouette. On va les reprendre tranquillement. On a beaucoup de bénévoles qui nous demandent de venir nous aider. Donc pour l'instant, je dirais prudente, mais quand même optimiste. Alors, j'ai dit qu'on allait parler d'agriculture urbaine avec ce projet de ferme qui est né, si je ne me trompe pas, fin 2017, grâce au budget participatif de la ville notamment. Quelle était la philosophie du projet? Au départ, l'association, donc comme tu le disais, a été créée fin 2017 dans le cadre d'une étude en fait de faisabilité d'implantation de l'association sur le territoire. Et donc il y a eu de la co-construction avec les habitants, il y a eu pas mal d'échanges avec la collectivité, avec des structures locales, pour au départ vraiment utiliser l'agriculture urbaine comme tu vois créateur et fédérateur de liens au sein d'un quartier et pour venir en fait s'en servir d'outils pour parler d'alimentation durable, d'alimentation santé, du rapport alimentation-environnement. Vous faites partie d'un réseau associatif qui s'appelle l'École Vert, qui a pour objectif, je cite, de recréer du lien entre l'homme et la nature en implantant donc des fermes au cœur des villes. Donc l'agriculture comme un outil de transition Ouais. alimentaire sur les territoires. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de, quand on parle d'agriculture urbaine, qu'est-ce que cela veut dire? C'est de l'agriculture qui est mise dans le contexte et avec les contraintes de la ville? Et ben en fait, souvent on parle d'agriculture urbaine au pluriel parce qu'il existe plein de formes, effectivement. Alors tu disais, tu citais l'école vert. Nous, quand on parle d'école vert Rennes, effectivement, on dit que l'objectif de notre association, c'est d'accompagner la transition alimentaire du territoire à travers notre outil qui est l'agriculture urbaine. Donc nous, l'agriculture urbaine, on le voit vraiment comme un outil. Littéralement, c'est faire de l'agriculture en ville. Donc, comme tu le disais, avec les contraintes de la ville, peuvent être des contraintes d'espace, parce que trouver 5000 mètres carrés en cœur de ville, c'est pas évident. Donc, il y a plein de situations où on s'adapte, on va sur les toits, on fait à la verticale, il y a plein de choses. Donc, l'agriculture urbaine peut prendre plein de formes. Elle peut être high-tech ou low-tech. Nous, on a fait le choix de faire du low-tech, de se rapprocher le plus possible de ce qui peut se faire dans le milieu rural, forcément adapté aux contraintes de la ville, puisque nous, dans notre philosophie, pardon, on s'inspire de la permaculture. Tu peux définir deux mots la permaculture pour ceux qui ne connaissent pas peut-être? C'est une technique agricole qui est inspirée complètement des fonctionnements naturels. Tu vois, la création ou la recréation d'écosystèmes. En fait, des plantes vont venir s'entraider. Elles vont pas raciner à la même profondeur, elles vont pas aller chercher les mêmes minéraux, mais en même temps, il y en a une qui va faire de l'ombre à l'autre. C'est recréer vraiment un écosystème vivant pour booster un peu ta production, parce que c'est vrai qu'il y a des super bons résultats, effectivement. Donc nous, on a une maraîchère qui a été formée à l'agriculture bio, au maraîchage bio diversifié, et qui du coup s'est formée en parallèle à la permaculture pour que notre manière de cultiver soit inspirée de ces deux-là. Alors, si je comprends bien, je résume à ma façon, c'est de ramener de l'agriculture en ville et de pouvoir quelque part coloniser tous les espaces un peu verts et à l'abandon pour y remettre de l'agriculture. Ouais, à l'abandon ou pas. Aussi, de plus en plus, tu vois, je pense à des bailleurs sociaux notamment, qui ont envie rendre comestibles des espaces, soit au cœur des immeubles ou devant les immeubles, tu vois. Il y a tout ça. Donc, nous, on a fait le choix de allier une partie de production. Alors, on ne sera jamais en concurrence avec des agriculteurs en zone rurale. Et surtout, de l'utiliser comme vraiment vecteur de lien social et Mhm. surtout élément de compréhension de c'est quoi la transition en fait. C'est quoi, moi, en tant que consommateur, quel est mon rôle, en quoi ça me concerne. Ça, c'est vraiment le cœur de votre projet. D'ailleurs, la philosophie qui est derrière, c'est l'agriculture urbaine par tous et partout. Et une des grandes thématiques, c'est l'accessibilité alimentaire. Parler d'alimentation saine, locale, durable. Qu'est-ce qu'on trouve dans vos fermes
Et derrière ces termes-là, saine, locale et durable, est-ce que tu peux les spécifier un peu? Alors moi, je trouve qu'il faut se méfier avec le terme d'agriculture et d'alimentation locale, parce que ça peut être local, mais ça peut être, pardon, mais de la merde, faut le dire. Donc nous, on parle d'alimentation locale et durable, c'est-à-dire en fait, c'est une alimentation qui soit bénéfique pour l'environnement, pour les hommes, pour l'économie locale et aussi qui privilégie et qui diminue les ressources. Donc ça, c'est une chose. Et la question de l'accessibilité, c'est que aujourd'hui, ce type d'alimentation-là, n'est de facto pas accessible à tout le monde pour des questions à la fois de prix, mais aussi de socialement, il y a des personnes qui vont pas se reconnaître dans les lieux où on peut aller acheter ou consommer ce type de produit-là, mais aussi parce que il y a certaines personnes, c'est pas accessible juste physiquement. Ça peut paraître complexe et inaccessible, donc notre rôle aussi, c'est de travailler ça avec des habitants, voir dans quelle mesure ils peuvent y avoir accès, travailler avec des structures sociales pour ou des épiceries sociales. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un travail qui est en cours. Et nous, l'idée, c'est que la production qui est faite au potager des cultures, donc qui est la ferme urbaine vraiment du Blône, soit distribuée à des personnes en situation de précarité et principalement des personnes qui sont plutôt sur des profils isolés. Et en fait, que là, on est en train de monter ça avec donc le centre social et l'épicerie sociale, réfléchir à un modèle où, par exemple, ce serait une cueillette hebdomadaire avec un atelier cuisine et les gens partent avec un ou deux plats pour manger chez eux le week-end. Ça, c'est notre proposition qu'on va expérimenter, qu'on espère pouvoir expérimenter cette année. Quand on parle d'alimentation locale, durable, est-ce qu'on est forcément dans le bio? On n'est pas forcément dans le bio, on est dans des... Parce que tu as des gens qui n'ont pas envie d'être étiquetés bio, parce qu'avoir un label bio, c'est payant, parce que c'est des contraintes, donc tu as des gens qui n'ont pas envie de vivre avec ça. En revanche, pour moi, local et durable, c'est forcément pas d'intrants chimiques, aussi une bonne rémunération des producteurs, et puis c'est un respect forcément des ressources. Et c'est un goût, parce que moi, je viens d'une famille de cuistots et moi, j'aime bien, bien, bien manger. Et il y a une vraie différence de goût. Donc Ouais. ça, pour moi, c'est un marqueur qui est intéressant et c'est un truc qu'on utilise souvent dans nos ateliers, tu vois, pour parler de saisonnalité à des gens ou à des enfants qui, pour eux, ça leur parle pas du tout. Bah, juste de se dire, on est d'accord, les tomates en hiver, c'est pas bon quand même, c'est bien meilleur en été. Donc, tu vois, il y a cette question-là aussi. Ouais. On a parlé d'atelier, on y reviendra après, mais Ouais. qu'est-ce qu'on trouve déjà sur cette ferme en termes de, je suppose, des fruits, des légumes, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est ça. Alors nous, on est parti sur du maraîchage diversifié. Alors en général, c'est une quarantaine de variétés. En maraîchage diversifié, on est un peu moins parce qu'on a eu quelques difficultés au début de l'installation, parce qu'on est aussi en cœur de ville, donc il faut réfléchir notre production. Nous, on n'a pas décidé de mettre des grands grillages, on n'a pas de cadenas, on n'a pas tout ça. Donc si on met que des framboises et des petits fruits, bah, les gens, ils peuvent avoir un très... être... voilà, mais c'est quand même tentant, tu vois, ça dépasse de la clôture. Donc, on réfléchit notre production comme ça, aussi en fonction de l'envie des bénévoles, l'envie aussi des adhérents, tu vois, qui nous disent, bah, ce serait sympa de faire ça. On a beaucoup de dons aussi. Et sinon, ce qu'on y trouve, c'est pas mal d'aromates, des fleurs comestibles, plantes médicinales, des fruits, bon, qui vont pas arriver tout de suite, puisqu'on a planté les fruits en novembre, les fruitiers, pardon, des légumes, voilà, des associations, comme j'en parlais tout à l'heure, de la permaculture. On dit souvent, il y a un livre, c'est La fraise aime le poireau. Bon, voilà, l'idée, c'est d'associer des fruits, des légumes, des aromates et des fleurs pour vraiment venir recréer ces écosystèmes, favoriser la biodiversité aussi, parce qu'il y a des plantes qui vont attirer certains types d'insectes, qui vont repousser d'autres, donc on joue avec ça, quoi. Tu parlais également de produits qui étaient demandés par les habitants. Quel type de produits, par exemple? Les aromates, en général, enfin, je sais pas, il y a peut-être juste une personne sur 10 qui nous parle pas d'aromates, sinon c'est ouais, 90% des gens qui nous disent vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre du persil, Ouais. est-ce que vous avez la possibilité de mettre de la coriandre? Donc là, on a blindé, on en a mis partout. C'est une vraie demande, tu vois, on a remis des salades, enfin, c'est vraiment des trucs en fait que les gens ont l'habitude de consommer et petit à petit leur faire découvrir aussi de nouvelles choses. Ou comme on est dans un quartier aussi extrêmement interculturel avec des gens qui viennent, qui sont originaires du monde entier, ils n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner certains produits, tu vois. Ça nous permet, tu vois, avoir du chou-fleur, on a souvent des gens qui nous disent ah ouais, le chou-fleur,
moi j'aime pas trop ça, moi je préfère les courgettes, je préfère les aubergines, je préfère les tomates. Oui, mais on peut pas en manger toute l'année. Du coup, comment on fait? Donc voilà, c'est pour ça que ça crée le lien, tu vois, avec les ateliers cuisine. Là, c'est l'occasion d'essayer vraiment concrètement ce qui a poussé dans le jardin. Alors, tu l'as dit, les produits sont cultivés, ils sont destinés aux habitants, aux bénévoles, aux participants. Par quels canaux vous passez, comment est redistribuer ces produits-là? Alors, nous, on distingue donc deux choses effectivement. Donc, le potager des cultures, où là, l'idée, c'est de voilà, monter ce partenariat avec le centre social, des gens qui sont accompagnés par des agents sociaux, qui soient dirigés vers nous sur une période de 6 mois à 1 an, et où en petit groupe, en fait, on se retrouve une fois par semaine pour faire une cueillette, boire un café et faire un atelier cuisine, tous ensemble. Comme ça, les gens repartent en fait avec leurs plats pour consommer le week-end, puisque a priori, ce serait en fin de semaine qu'on mettrait ça en place. Et la deuxième chose, c'est que là, on travaille avec la ville pour trouver vraiment un lieu de culture où on peut faire de la pleine terre, parce qu'on l'a pas précisé. On fait tout en hors-sol, parce qu'on travaille sur sol pollué. Donc, on fait ça sous forme de bac. Et donc là, c'est vraiment, on cherche au moins 1 hectare, faire du maraîchage, travailler encore plus, tu vois, des variétés qui pourraient intéresser des restaurateurs. On a de la chance d'avoir la grenouille à grande bouche sur le quartier. Il y a plein de structures comme ça qui seraient intéressées. Les gens aimeraient venir faire de la cueillette en direct ou venir acheter en direct sur la ferme des paniers. Donc ça, c'est quelque chose, on est en train de faire une étude de marché là en ce moment. On croise les doigts pour qu'on ait accès bientôt à ce deuxième terrain. Donc ça pourrait être ouvert à tout public, je dirais, à tout Rennais, Rennaise, et pas C'est ça. forcément à des gens qui sont suivis par les structures sociales uniquement. Non, c'est ça, voilà. C'est qu'on ait ces deux volets-là, que ça nous permette de créer de la mixité, mais qu'il y ait une priorité aussi, tu vois, qui soit donnée à des personnes, justement, parce qu'on parle d'accessibilité alimentaire. Ok, c'est un grand terme, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se rendre accessible? Parce que de notre côté, il faut quand même qu'on puisse se rémunérer. On est des salariés, on travaille avec des bénévoles, mais on est des salariés. On espère pouvoir salarier d'autres personnes, des habitants du quartier, tu vois. Donc, si on veut salarier correctement les gens, il faut gagner sa vie aussi, parce qu'on ne peut pas dépendre que des subventions. Donc, il faut qu'on ait une partie de notre production qui soit vendue. Vous aviez recruté une maraîchère professionnelle. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui et combien de personnes au sein de votre communauté à Rennes? Alors aujourd'hui, très concrètement, on est 2 salariés qui travaillent beaucoup. Voilà, je me jette des fleurs. Je jette des fleurs à Aline, ma collègue, parce qu'on travaille beaucoup. Franchement, on taffe. On a la chance d'être accompagné par des volontaires en service civique, par une stagiaire. Et on a une communauté de bénévoles. Je sais pas, on va dire qu'on a une trentaine de bénévoles vraiment sur qui on peut compter. Et ça, c'était les bénévoles et les habitants avec le recul depuis 2017. Tu arriverais à voir à peu près combien de personnes vous avez mobilisées, touchées? Alors oui, on a touché plus de 3500 personnes en direct, en forme d'atelier, tu vois, Oui. d'animation. Et je dirais que parmi les bénévoles, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe encore un peu. On doit être à un quart des bénévoles qui sont des habitants du quartier, plutôt des jeunes, tu vois, 20-35, qui habitent sur Touraine. On parlait tout à l'heure de transition alimentaire des territoires. La ferme, c'est une chose, effectivement, il faut produire. Et elle nécessite cette transition aussi, et pour avoir échangé avec pas mal de monde, elle nécessite aussi surtout de l'éducation, de la sensibilisation à ce que c'est, et aussi de la formation à ces nouveaux métiers, parce que nous, tous étant urbains, on n'est pas prêts à cette transition-là. Et c'est aussi tout un pan sur lequel travaille l'association. Vous mentionnez tout à l'heure, un travail des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Depuis 2018, on a créé une mallette pédagogique avec une quarantaine d'animations pour adultes et pour enfants. Alors, on démarre, il y a quelques animations pour les 4-6 ans, sinon on démarre plutôt à 6 ans. Et puis après, on est sur un public, tu vois, 6-11, et puis après ado jusqu'à 16 ans. Et puis après, à partir de 16 ans, on a des activités pour les adultes. Plutôt public scolaire? Pas que. Alors pour ce qui est animation, nous on en fait sur la ferme. On a des animations donc pour enfants. Là, tu vois, par exemple pour cet été, on est en train de développer des mini-stages sur 2 jours. Donc 2 demi-journées qui s'appellent les mini-stages Jeunes Pousses. Voilà, avec des activités justement autour de la transition, de l'agriculture. On va faire ça aussi pour les ados. On a des formations soit à la journée, soit sur 2 demi-journées pour des adultes sur ok, c'est quoi faire son jardin au naturel. On a une formation un peu cuisine, tu vois, autour des protéines végétales, sur les légumineuses. Sinon, effectivement, ce qu'on a déjà développé et ce qu'on poursuit, ce sont les animations en scolaire. Nous, on intervient sur 10 temps périscolaires. On intervient en collège aussi.
Et puis, on intervient dans les structures sociales. Donc là, tu vois, autant adultes qu'enfants. Et puis, on profite toujours des animations qui existent, que ce soit Alternativa qui fait la fête des possibles, le Triangle qui fait la tablée fantastique, voilà, Ascoria qui fait son salon. Il y a plein d'événements sur le territoire durant lesquels on peut aussi sensibiliser du monde et faire des petits ateliers. Donc, on adapte nos activités, tu vois, au format. Comme ça nous permet vraiment de sensibiliser et peut-être pour certains de déclencher un petit truc et pour d'autres se dire ok, j'ai envie d'aller plus loin. Quels sont les retours justement, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, sur ce que toi tu leur présentes, cette nouvelle façon de voir son alimentation, de la produire et faire du local et du durable? Alors moi j'ai observé que c'était vraiment par tranche d'âge. Marrant, hein, il y a des réponses communes par tranche d'âge. En fait, chez les enfants, ce qui va vraiment les questionner, c'est la saisonnalité et l'origine des produits. De se dire que c'est absolument dingue qu'on puisse manger des bananes tous les jours, qu'on en trouve partout, mais que ça pousse pas en Bretagne, quoi. Ça pousse pas en France métropolitaine, donc ça veut dire que ça arrive par bateau ou par avion, c'est dingue ça. Voilà, ça c'est, tu vois, ça c'est des. Et quand on leur pose la question sur ce qu'ils ont retenu dans l'année ou est-ce qu'ils ont envie de refaire des choses, c'est on refait le jeu de la carte. Les ados, ils vont plus se poser des questions sur la nutrition, de se dire ok, moi j'ai plus envie de manger de la viande en fait. Ils disent voilà, moi j'ai plus envie de manger de la viande ou moi j'ai, je sais pas trop. C'est vraiment des questionnements hyper ouverts. Et puis ce qui est marrant, on le voit plus chez les personnes un peu plus âgées. Ouais. Qui eux appliquent les conseils directs. C'est très très marrant de voir ça quand on fait, tu vois, un atelier notamment sur les légumineuses. Ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois. Des gens reviennent après mon atelier avec un sac de courses et me disent eh, regardez, je suis passée à la Biocop. Je trouve ça génial. Ouais. C'est super chouette. Ouais, tu te dis c'est gagné alors. Ouais, tu te dis bah même si c'est une fois ou je sais pas, ils vont peut-être, tu vois, en plus la Biocop, tiens, je l'ai devant moi. La Biocop, ils font des trucs super bien. C'est des petits tableaux de cuisson sur les légumineuses et les céréales. Donc moi, je les utilise beaucoup dans mes ateliers. Si une fois ils invitent leurs potes ou leurs enfants, tu vas à manger et qu'ils peuvent parler de ça, c'est que ça égrène un petit peu. La politique des petits pas. Ouais, c'est ça. Alors, on va forcément parler de cette crise sanitaire qui nous a tous pris par surprise. Quel impact justement a eu ce confinement sur votre activité? Comment vous vous êtes adapté à cette situation? Je crois que tu m'as dit que tu étais en chômage partiel, toi. Au début, concrètement, ça a été le choc. C'était le gros coup de massue parce que ça voulait dire, en fait, on l'avait, voilà, forcément, comme tout le monde, un peu senti. On avait des trucs qui arrivaient, donc qui s'annulaient, qui se décalaient. On a perdu des sous puisqu'on a eu pas mal d'annulations, tu vois, d'ateliers, d'annulations de partenariats. Ça a été le premier coup de massue. Le deuxième coup de massue, c'est qu'on a appris, les études de sol ont révélé que la terre qui était dans les bacs était polluée. Donc ça veut dire qu'on perdait encore une fois du temps et des sous. On a été pris, je pense qu'on a voulu faire ça rapidement quand on a eu les bacs. Et puis la ville est au tout début de son processus, tu vois, d'accompagnement de l'agriculture urbaine. Donc là, on essaye de rattraper ça le plus rapidement possible, mais ça a été un gros coup de massue pour nous. Toutes les deux, on est salariés avec Aline, on s'est mis en chômage partiel et qu'on se mette un peu en retrait parce qu'on avait perdu pas mal d'activités. Et après, assez rapidement, on a eu des bénévoles et des volontaires en service civique qui nous ont dit nous, on peut prendre le relais aussi, vous nous dites ce qu'il faut faire, on peut aller sur la ferme. Ouais, ça nous a bien impacté de manière assez négative au départ parce que morale à zéro et puis pas évident. Alors moi, j'en ai pas, mais ma collègue a des enfants à la maison. C'est compliqué pour travailler. Après, on a un CA qui est vraiment top aussi, tu vois, avec notre trésorière qui s'est donné à fond, avec aussi les membres du CA qui nous ont appelés en disant on est dispo, on peut vous aider, on peut vous conseiller, on peut vous suivre. Et puis deuxième vague, impact positif. Parce qu'on a vu le développement des circuits courts exploser. Tu vois, merci Babette sur le quartier qui est un de nos partenaires qui fait de l'achat groupé. Elle est passée d'une vingtaine de paniers à 70 paniers par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte, moi, alors j'ai pas de téléphone professionnel, c'est un choix, j'ai tout qui arrive sur mon téléphone. Et j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'appels de gens sur notre Facebook aussi, de gens qui nous disaient on peut venir vous aider, on a du temps, on a envie de venir vous aider, comment on peut vous aider,
Est-ce qu'on peut faire des dons? On a eu un boom d'adhésion. Voilà, il y a eu le côté vague de solidarité qui est arrivé après, qui nous a fait un gros souffle, qui nous a fait du bien. On a eu les deux impacts du coronavirus, un impact super négatif au départ. Je pense qu'il peut être positif sur le long terme. Alors bon, les sous qu'on a perdus, on les a perdus, hein, ça, y a pas... Mais on sait qu'on va pouvoir reprendre un peu nos activités. Donc... Avant la reprise d'atelier, il y a déjà un appel à bénévoles sur la page Facebook pour venir vous aider à faire des travaux d'entretien, de la plantation, etc. Ça reprend, c'est chouette. Quels sont les projets actuels là et à venir? Alors voilà, dans un premier temps, c'est ça. On a besoin d'être entouré de bénévoles pour pouvoir avancer sur nos chantiers. D'autant plus que ces chantiers qui n'étaient pas prévus, mais il va falloir, donc la ville va venir vider tous les bacs, il va falloir les re-remplir. Donc on a quand même presque une 60aine de bacs, donc ça va être des... Voilà, s'il y a des gens qui ont envie de s'investir dans l'agriculture urbaine, c'est le moment. Parce que en plus là par contre on va les faire sur un principe d'agriculture vraiment de permaculture, d'agriculture bio et tout ça, comme on avait déjà fait un peu, mais là on va prendre le temps parce que de toute façon la saison s'est râpée. Donc on plantera des plants au lieu de avoir tout le suivi de la graine jusqu'à la plante. Ça dans un premier temps. Le deuxième temps, ça va être les activités de l'été. Là on est en train de voir aussi pour les normes, est-ce qu'on peut accueillir ou pas des centres de loisirs? Est-ce qu'on peut accueillir ou pas des grands groupes? Parce que nous, comme je te le dis, on a les petits stages jeunes pousses, mais aussi on va faire des stages adultes. On aura forcément besoin de gens qui viennent assister à nos stages et qui font des animations avec nous. Puis surtout, en septembre, on fête les 1 an du potager. Donc ce serait le 13 septembre après-midi. Si on n'a pas le droit de se réunir à plusieurs centaines de personnes, eh ben c'est pas grave, on profite du mois de septembre pour faire le mois anniversaire des cols verts, le mois anniversaire du potager, et on essaime plein d'événements sur la ferme, sur le quartier, ailleurs dans la ville avec nos partenaires, tu vois, faire des mini-conférences, des petits débats, des ateliers et tout ça. On parlait tout à l'heure effectivement d'un boom sur les produits locaux, de demandes, également ce merveilleux élan de solidarité à vouloir peut-être remettre les mains dans la terre, hein, des choses concrètes, locales, retrouver un peu de sens aussi dans cette crise-là. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette période? Moi, je suis un peu comme Saint Thomas, j'attends de voir. Je préfère pas trop, tu vois, projeter et mettre de l'espoir, même si d'un autre côté, je suis super positive de nature, donc j'y crois. Moi, j'ai clairement envie d'y croire parce qu'il y avait déjà cet élan-là avant la crise du Covid, et je pense vraiment que la crise du Covid, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça aura marqué, tu vois, une prise de conscience de plein d'enjeux environnementaux, et notamment sur la question de l'alimentation, sur la saisonnalité des produits aussi. Je pense que ça, c'est un vrai truc, tu vois. Et aussi sur le rôle des agriculteurs. Pourquoi une asperge, ça coûte cher? Pourquoi une tomate bio qui est produite à 10 km de Rennes, ça va coûter plus cher qu'une tomate grappe d'Espagne, tu vois. Donc ouais, je pense que ça aurait laissé une trace sur ces sujets-là, et que ça aura encore plus amplifié le côté de je cherche du sens dans soit ma vie professionnelle, soit dans mon engagement en tant que citoyen. Là, on n'a jamais reçu autant de demandes de stages, de service civique, d'emploi spontané, où des gens nous disent bonjour, je travaille dans le marketing, j'ai totalement envie de changer de vie. Est-ce que vous recrutez ou pas? Très significatif hein, ce que tu dis là. Hein. Ouais, on a toujours eu beaucoup de demandes, on en a tout le temps, mais là, pendant la période de Covid, on en a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plutôt un message d'espoir en fait. Oui, quand même plutôt un message d'espoir, et surtout n'ayons pas peur les uns des autres, tu vois. À se dire, l'agriculture urbaine, ça peut servir aussi à ça, tu vois. Nous, on est au cœur d'un quartier, on est vraiment au cœur de ville. Juste venez et vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez pas forcément rencontrés autrement. C'est une vraie richesse, je trouve. Il y a de multiples façons effectivement, de créer du lien, et l'agriculture, la terre en est un magnifique. Merci beaucoup pour cet échange, Hélène. Je rappelle que tu es coordinatrice des cols verts Rennes. La ferme qui s'appelle le Potager des Cultures est installée au Blonne, donc au sud-est de Rennes, et que il y a en ce moment donc un appel à bénévolat pour ceux et celles qui souhaitent venir vous donner un coup de main pour remettre la machine en route. Voilà. C'est ça, donc on peut nous retrouver sur notre Facebook qui s'appelle l'École Vert Rennes, ou me contacter directement. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.